Comment poser un cadre avec les écrans en famille, sans crier, sans guerre de pouvoir et sans confisquer en permanence? Parce que c'est un thème que vous m'amenez beaucoup en guidance parentale. Aujourd'hui, on fait le point sur ce sujet. Belle écoute! Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Si je te dis éteins la tablette et que tu obtiens en retour des cris, des larmes, des négociations infinies, des portes qui claquent, des tu comprends rien, des je veux finir ma partie, des c'est pas juste mon frère il en a plus que moi, rassure-toi, tu n'es pas la seule. Les écrans sont devenus un vrai sujet de tension dans beaucoup de familles que j'accompagne en guidance parentale. Il y a d'abord la culpabilité, la peur d'en faire trop, la peur d'en faire pas assez du côté des parents. On a envie d'un calme immédiat et on ne voit pas forcément le temps long de l'éducation. Ce qui fait que dans ce thème, on a parfois envie de céder, de criser, de durcir, d'infantiliser les enfants. Et quel que soit l'âge de ton petit, tu vas sans doute être confronté à cette question un jour ou l'autre. Donc tu peux écouter cet épisode en préventif ou alors en essai de piste et de se rassurer sur le fait que vraiment, vous n'êtes pas seul à lutter au quotidien contre les écrans. Je vais te partager comment gérer les écrans sans conflit, avec un peu plus de cadre et de clarté, et des conseils adaptés à l'âge de ton enfant. La première chose, c'est on va réexpliquer pourquoi est-ce que ça provoque autant de crises d'arrêter les écrans chez un enfant. Il faut savoir que les écrans stimulent fortement le cerveau et activent des hormones comme la dopamine, l'excitation, l'immersion, l'évasion, le plaisir. Au moment où ton enfant est connecté sur un écran, il lui arrive une masse, une décharge d'hormones qui lui font du bien, qui nourrissent une grande partie de ses besoins, justement d'évasion, de plaisir, de douceur, de paix, de violence, de challenge. Quel que soit le jeu ou l'écran sur lequel il est, à ce moment-là, une partie de ses besoins sont vraiment nourris. Si tu débarques sur ce podcast, je te rappelle que tous les besoins sont détaillés dans l'épisode 7 et dans l'épisode 30 à 36. Ce qui fait que quand tu retires l'écran à ton enfant, c'est comme arracher brutalement la prise, faire éclater sa bulle. Tu le ramènes à une réalité qui est brutale. Et le comportement qu'il va adopter à ce moment-là où tu arrêtes l'écran, c'est pas du tout un caprice, c'est plutôt un choc intérieur, un choc neurologique, comme si tu retirais la substance qui lui faisait du bien. Et oui, je pèse mes mots, on est dans un registre de langue proche de l'addiction. Si tu ajoutes à ça le fait que ton enfant est peut-être, par ailleurs, en dehors de tout écran, fatigué, peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il manque de repères clairs, peut-être qu'il a une faible estime de lui, tout ça va cumuler jusqu'à mener à une crise familiale qui au départ n'était pas du tout liée aux écrans. En deuxième point, j'ai envie de te donner ce qui ne fonctionne pas et ce qui entretient franchement les conflits, et pourtant on l'a presque tous fait avec notre premier enfant ou alors avant de réfléchir à ce sujet. Parfois on retire l'écran sur un coup de tête. Parfois, il y a un jour où il a le droit, un jour où il n'a pas le droit, et donc les interdictions sont fluctuantes, sont aléatoires. Ou alors, on coupe le Wi-Fi sans prévenir. Ou alors, on menace sans tenir ce qu'on a menacé. Par exemple, quand tu dis « Allez, 5 minutes, c'est tout, hein ». Et puis finalement, au bout de 10 minutes, tu reviens et tu n'as toujours pas coupé l'écran ou coupé l'accès. Ce qui fait que dans la tête de ton enfant, il ne comprend plus la règle, la cohérence, le cadre. On a beaucoup parlé de ce sujet dans l'épisode 11, si tu veux t'y référer. Et lui, évidemment, si on laisse une porte ouverte et une disponibilité,
il va s'en saisir. On ne peut pas après lui reprocher à notre enfant d'avoir continué sans nous, puisqu'on rappelle que dans ses fonctions exécutives, le contrôle inhibiteur n'est pas mûr avant l'âge de 25 ans. L'enfant essaye de continuer son plaisir jusqu'à ce qu'on revienne poser la règle et poser le cadre. Ce qui veut dire, tu le comprends bien, que les bases pour le cadre, c'est que l'adulte soit vraiment très au clair avec ce qu'il attend du comportement de l'enfant dans l'utilisation des écrans. Avant de parler âge par âge, il y a quelques fondations essentielles que je voudrais te rappeler. Le cadre, pour qu'il soit prévisible, ça veut dire qu'en amont, avec le coparent, vous allez devoir décider quels sont les jours, les horaires et les durées que vous allez autoriser dans la grande majorité du temps. Ça n'empêchera pas des débordements, ça n'empêchera pas des exceptions. Par exemple, si on est dans la famille, vous avez vu pendant les fêtes, il y a peut-être eu beaucoup plus de temps d'écran parce qu'il y a des âges différents et mélangés. Mais le cadre, si vous l'avez déjà décidé entre les deux adultes référents et les figures d'attachement principales, ça permettra d'avoir justement une base de négociation et de discussion. Au moins, vous avez cette référence commune. La deuxième chose importante, c'est d'annoncer la transition. D'annoncer, dans 10 minutes, on éteint. Encore une partie et on arrête. Ce sera le dernier dessin animé. Au générique, on éteindra. Cette transition, quand c'est dans le cadre d'une durée, tu sais qu'on peut utiliser le timer, donc il y a une sorte de chronomètre qui bip à la fin de la durée. C'est plus facile sur quelque chose de long que sur une partie de jeu vidéo, où là la frustration va décupler. Et je salue la maman avec qui on en a parlé récemment en guidance parentale. Le troisième point, pour éviter la crise, c'est que l'adulte soit hyper calme lui-même. Si l'adulte surenchérit, si l'adulte part dans l'escalade, dans la justification, dans la répétition, ça risque de dégénérer. L'adulte qui est bien régulé est le meilleur bouton off pour que l'enfant entende, adapte et accepte la règle initiale. Une chose qui marche bien également, et qui est valable aussi quand on veut sortir nos enfants jeunes du parc, c'est de prévoir ce qui va se passer après l'écran. Quelque chose qui soit aussi satisfaisant. Puisqu'on rappelle que l'écran est une grande source de plaisir, il faudrait mettre en perspective que ce qui va se passer après l'utilisation de l'écran sera aussi qualitatif, sera un moment peut-être de connexion, peut-être un goûter, un jeu de société, une discussion, une sortie dans un endroit qu'il aime bien, une sortie sportive avec du mouvement. Lui faire envisager qu'arrêter ce moment de plaisir n'est pas pour passer à quelque chose de pénible, de contraignant. Évidemment, si on annonce qu'après les écrans on va faire les devoirs, tu sens bien que l'excitation n'est vraiment pas d'arrêter les écrans, puisqu'il lui attend après quelque chose de résistant, quelque chose d'inconfortable. Sur ces points-là, le problème, tu vois bien que ce n'est pas complètement l'écran. C'est l'utilisation du plaisir et le passage de l'écran à la réalité. La transition entre ce moment où il était pleinement heureux, confiant, dopé à la sérotonine et à la dopamine, et tu l'arraches de cette réalité pour le ramener dans quelque chose qui serait, selon lui, beaucoup moins bien. Alors, on va passer au conseil par tranche d'âge. Avant 6 ans, l'objectif, ça va être de sécuriser l'enfant et de l'accompagner dans l'utilisation des écrans. Les écrans vont être des petites durées très courtes, plutôt accompagnés de l'adulte. Évitons de les laisser seuls avec la tablette ou le jeu vidéo, ce qui fait qu'on pourra verbaliser, nommer, rappeler la règle, s'émerveiller aussi de ce qu'il a comme fluidité et comme capacité à mener ce jeu, à comprendre cet épisode. La connexion et le lien va permettre de valider auprès de notre enfant qu'on ne diabolise pas l'écran, qu'on valide l'utilisation modérée de l'écran. Par exemple, on peut dire à notre enfant, on regarde un épisode ensemble, et puis après on va jouer au Lego ou aux petites voitures. Les astuces, ça peut être d'utiliser un timer, de ritualiser la musique en mettant peut-être une petite sonnerie, de montrer que c'est la fin par une petite chatouille dans le cou. Donnez-vous un petit signal qui dit que là, on va transitionner, on va passer à une autre activité. Et le petit bémol supplémentaire, c'est d'éviter les écrans avant de dormir, puisque là, ça sécrète encore d'autres choses qui retardent le sommeil au niveau de la vision, au niveau de la stimulation, au niveau de la mélatonine.
À cet âge-là, on rappelle que l'enfant ne peut pas s'auto-réguler. On ne peut pas compter sur l'enfant va s'arrêter tout seul. Même s'il a envie de vous faire plaisir, même si c'est un enfant sage, c'est très difficile dans son système nerveux et intellectuel de s'arrêter seul. Sur la tranche d'âge suivante, entre 6 et 10 ans, l'objectif, ça va être de commencer à apprendre le cadre d'utilisation des écrans. Dans les repères, on va peut-être donner des jours définis. Peut-être que ton enfant aura le droit de jouer le mercredi et le week-end, pendant une durée limitée et connue à l'avance. Tu peux définir que c'est 40 minutes, 1 heure, 1 heure et quart. Selon l'âge de ton enfant, décide de ce qui est juste. S'il y a des grands frères et sœurs, ça joue évidemment dans la balance. Par exemple, tu pourrais annoncer « Tu as 30 minutes et quand le timer sonne, on éteindra ». Ça n'empêchera pas la frustration, mais ça explicite les conditions d'utilisation. Comme petite astuce, tu peux faire dire à ton enfant comment il se sent avant de consommer l'écran, après avoir consommé l'écran. Est-ce qu'il a pris du plaisir à le faire? Tu peux afficher le planning dans une partie de la maison et tenter, je te le conseille, de rester cohérente avec ce que tu annonces et ce que tu fais. Moins il y a de distance entre ce que tu dis et ce que tu fais, plus l'enfant peut compter sur sa figure parentale et d'attachement. Le cadre, dans cette situation-là, va sécuriser, et même si ton enfant râle, connecte-toi à l'idée de l'éduquer sur le long terme. Un enfant qui est frustré, un enfant qui râle, un enfant qui s'oppose, c'est complètement normal. Ça fait partie de l'éducation. Là, je te renvoie à plusieurs épisodes qui parlent de dire non, c'est le 61, et de gérer les frustrations de nos enfants, qui est l'épisode 99. Pour la tranche d'âge suivante, de 11 à 14 ans, l'objectif, là, ça va être de responsabiliser. Tout simplement parce que tu ne seras plus forcément à côté de ton enfant au moment où il utilisera l'écran. Les repères, ça va être de créer des discussions ouvertes avec ses rêves, ses envies, ses désirs, d'expliciter que ces désirs ne sont pas complètement des besoins et de négocier des règles d'utilisation en ce sens qui ne soient pas imposées de manière arbitraire, de manière aveugle. On peut aussi distinguer dans ce sens-là la semaine du week-end. Il peut y avoir des règles différentes, puisque la semaine, on peut imaginer qu'il y ait des activités sportives et des devoirs, et que le week-end, à part compétition et visite dans la famille, il y aurait plus de temps pour se connecter à un écran. Dans la façon de mener la discussion avec votre grand, vous pouvez dire « De quoi as-tu besoin pour gérer ton temps d'écran sans que je sois toujours derrière toi ?» Et j'amène ce point-là qui est très important, c'est que lors d'une guidance parentale avec une famille d'adolescents, la maman s'est retrouvée à fliquer, à pointer, à noter tous les temps d'utilisation et ça a fini par l'étrangler, elle, personnellement, de devoir être la personne qui contrôle. C'est pour ça que le mot de responsabilisation va être fondamental à cet âge-là, de dire « je te fais confiance, j'ai envie de croire que tu peux arrêter selon les règles qu'on a dit, il peut y avoir un débordement parce que tu te laisses emporter par ta partie, je le comprends, mais dans la mesure du possible, j'aimerais ne pas être là pour pointer, pour fliquer, parce que c'est pas le rôle que j'ai envie de tenir avec toi. Moi, j'ai envie que tu sois autonome et responsable par rapport à tes consommations, et ce sera le cas pour d'autres substances que les écrans. Vous entendez bien ce qui est caché derrière ma diatribe d'aujourd'hui. Les petites astuces complémentaires, c'est de mettre en perspective aussi, avec cet âge-là, ils peuvent commencer à le comprendre, la qualité du sommeil, la qualité de la concentration, le temps d'attention, puisque quand on est dans l'écran, on est absorbé et on a du mal à faire référence à la vie extérieure, et donc son impact sur la santé. De plus en plus d'études ont montré que passer beaucoup de temps dans le monde virtuel, et c'est valable aussi pour les réseaux sociaux, déconnecte des ressentis physiologiques. Par exemple, la faim, la soif, le sommeil sont mis à l'écart par rapport à la dopamine et à la stimulation que les écrans provoquent dans notre corps. Je dois aussi, en tant qu'adulte responsable, poser certaines limites non négociables. Tu peux prendre l'exemple de la lumière la nuit, des devoirs, des exposés, des compétitions. Dans certaines circonstances, tu peux affirmer une règle beaucoup plus ferme. Et la confiance va dans les deux sens. Ton enfant doit être sûr que tu vas respecter ce qui a été annoncé et que ce ne soit pas en fonction de ton humeur du jour. Et là, je t'alerte sur la responsabilité émotionnelle qu'on a chacun, dans l'erreur fondamentale de croire que nos émotions
sont déclenchées par l'action de notre enfant. Souvent, c'est pas notre enfant qui provoque notre colère ou notre agacement, c'est l'idée qu'on se faisait de la facilité et les attentes qu'on avait par rapport à la fluidité dans laquelle on voudrait que les écrans et l'utilisation des écrans se passent avec nos propres enfants. Donc là, je te renvoie à l'épisode sur nos attentes irréalistes et puis aussi sur le côté que nos enfants ont besoin plusieurs fois d'être mis en condition pour pouvoir réussir. Il va y avoir des ratés, on le sait tous. Il va y avoir des jours où on n'aura pas la force d'arrêter l'écran. Mais pour la cohérence, pour le long terme, pour la confiance qu'il a en toi, je t'invite à être le plus régulier possible pour l'accompagner ensuite vers l'autonomie. On passe à la dernière tranche d'âge, les plus de 15 ans. L'objectif là, c'est d'installer la confiance, bien entendu, mais de dialoguer plus des spécificités, des conditions particulières. Comment avoir un cadre minimal et clair dans lequel l'enfant pourra ajuster selon sa fatigue, son énergie, les conditions. S'il a des amis à la maison, ce sera beaucoup plus difficile de respecter le temps d'écran. Ce sera une situation exceptionnelle. D'où les échanges réguliers avec l'ado, le respect mutuel des autres règles en dehors des écrans, puisque ça contamine aussi la confiance qu'on a si on est beaucoup plus rigide sur l'argent de poche et que l'argent de poche devient une carotte pour consommer les écrans. Notre enfant, il ne va pas se sentir autonomisé, indépendant, responsabilisé. Donc il n'y a pas que la question des écrans qui va impacter la confiance que le jeune a dans les règles autour de la consommation des écrans. On peut aussi l'emmener à réfléchir sur comment tu sens l'impact des écrans, toi, en ce moment. Est-ce que tu vois que ta consommation a évolué ? Est-ce que selon les contenus que tu regardes, tu te sens plutôt joyeux, plutôt déprimé, plutôt triste ? Il y a eu plusieurs études récemment qui disent que les filles qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux finissent par se déprécier au niveau de l'image d'elles-mêmes, par rapport aux filtres, par rapport à l'impression que les autres font mieux qu'elles, dansent mieux qu'elles, se maquillent mieux qu'elles, ont plus de vêtements. Et c'est une comparaison constante qui est mise face à nos jeunes. Et j'ai beaucoup de souvenirs de ma première fille, quand elle avait 15-16 ans. C'était très difficile de la voir ruminer sur TikTok. Et comme je disais à certaines clientes, j'avais l'impression, en la regardant scroller, que son cerveau coulait littéralement et qu'elle était dans un autre monde. Je ne reconnaissais plus mon enfant si vive, si intelligente. Quand elle scrollait sur TikTok, j'avais l'impression d'avoir un autre enfant en face de moi qui m'inquiétait beaucoup. Tu le sais, je fais une grande part à la responsabilité de ce que je ressens pour ne pas rendre responsable mon enfant de l'état dans lequel je suis. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'on peut travailler en guidance parentale, si tu veux bien faire la part des choses entre ce que fait ton enfant et l'impression que ça donne, la répercussion émotionnelle que ça donne sur toi. À cet âge-là, dans les plus de 15 ans, l'enjeu, c'est plus de contrôler, mais de mettre beaucoup de conscience et de passer le relais. On le sait, les enfants vont passer des jours entiers avec les copains chez d'autres personnes qui n'auront pas les mêmes règles. Toutes les graines que tu auras semées dès l'âge de 4, 5, 6 ans vont ensuite porter leurs fruits quand les enfants prendront leur envol, passeront des week-ends entiers à l'étranger, passeront une semaine entière où tu ne pourras plus du tout contrôler leur consommation d'écran. Et c'est pour ça qu'y réfléchir assez tôt paraît pertinent dans une génération qui est surexposée aux écrans du matin au soir. Même dans les collectivités, les établissements scolaires, il y a une consommation d'écran faramineuse. J'ai été très surprise l'année dernière en CP quand ma plus jeune fille disait que tout se passait sur le tableau numérique. Les leçons, les exercices, les poésies, les vidéos d'anglais, ça passait par l'écran, l'écran et l'écran. Donc ce que je pensais être une zone préservée, en tout cas moi c'était le cas quand j'étais en classe à Nanterre, de ne pas mettre quasiment d'écran devant tous mes élèves, finit par être aussi impacté parce que leur scolarité se passe beaucoup pour les écrans. Je ne dis pas que les enfants ne doivent pas apprendre à utiliser les écrans, mais le fait que ce soit un média en continu habitue les enfants à avoir un écran allumé en continu. Et on est d'une génération où la télé était beaucoup allumée, mais là c'est le nombre de supports qui est problématique. Il y a la télé, il y a la tablette, il y a les jeux vidéo, il y a le portable, il y a plusieurs téléphones dans la même pièce, et on est aussi en double écran parfois. On regarde la télé en même temps qu'on est sur le téléphone. Et nos enfants nous modélisent, c'est l'épisode 6 du podcast.
Si nous faisons ça aussi devant eux, très jeunes, ils apprennent à croire que ce qu'il se passe sur notre téléphone est plus important que le temps consacré à la relation avec eux. On appelle ça la technoférence. Peut-être que je ferai un épisode sur ce sujet aussi, mais soyons pleinement conscients que notre utilisation des écrans devant nos enfants est aussi un facteur d'imprégnation pour leur utilisation des écrans plus tard et pour leur autonomie dans le fait de se réguler sur le temps d'écran. Et soyons honnêtes, nous, on a beaucoup de mal aussi à se réfréner. On se laisse emporter par l'algorithme parce que des millions de chercheurs sont payés pour nous faire rester sur l'algorithme. On peut se sentir clairement impuissant à scroller d'une vidéo sur l'autre et d'avoir passé 1 heure et quart finalement de temps de vidéo où, somme toute, on n'a pas appris des masses de choses qui vont nous servir dans la vie, mais qui nous ont détendus. Comme les jeunes enfants, on a eu certains de nos besoins nourris par l'utilisation des écrans à ce moment-là, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit un jeu vidéo, que ce soit une série sur Netflix. Ils ne sont pas à bannir, ils sont à mettre dans une perspective d'utilisation globale de notre temps. Si vous auditez un petit peu votre temps, comme on le proposait dans les épisodes 79 à 82, vous verrez que l'utilisation dans la journée des écrans est considérable et parfois surprenante par rapport à ce qu'on s'imagine utiliser. Il y a des petits logiciels maintenant sur plusieurs consoles, écrans pour voir le temps d'utilisation. On est parfois surpris de la masse sur la semaine de temps qu'on a passé sur telle ou telle plateforme. Donc ce que ça va changer pour tes enfants, plus ton cadre est posé et clair de toi à toi, moins il y aura de crise à l'extinction. Toi, tu seras préparé à la crise, tu sauras qu'elle risque d'arriver parce que tu connaîtras le système en place de dopamine, de suspension de la substance et tout ça. Plus le cadre est clair et plus ils vont se confronter à une répétition du cadre, l'enfant étant sécurisé et en voyant que ce n'est pas négociable, va finir par se dire « Ok, donc si j'ai que 40 minutes, peut-être que je vais plutôt faire ça que ça, parce que sinon j'aurai pas le temps de tout faire et de toute façon je sais que maman ou papa va éteindre. Donc pour être moins frustré, vous voyez, vous créez chez eux des stratégies petit à petit d'adaptation, de contournement, tout comme on en parlait sur l'argent de poche dans l'épisode 133. Si vous ne donnez que 12 €, il sera obligé d'attendre s'il veut acheter quelque chose qui coûte 36 €. Vous lui proposez d'être autonome et responsable avec les règles établies. Ce qui fait que la relation va être qualitative puisque vous lui faites une confiance relative qui va être proportionnelle à l'âge et à l'avancée avec les nouvelles technologies aussi. Et plus le parent est confiant dans sa méthode d'éducation, plus il sait à long terme à quoi serviront ce cadre, ces échanges et ces restrictions, plus il va diffuser et rayonner une certaine sérénité, un certain calme qui ne viendra pas de la restriction, mais qui viendra juste d'un équilibre et de la clarté que vous voulez mettre dans l'utilisation de ce support. Les écrans ne sont qu'un support parmi tant d'autres. Si on met en perspective le temps d'écran, il a grignoté au fil des ans le temps de sport, de balade en nature, de jeux de société et de lecture. Tout le temps que les enfants passent sur les écrans, c'est du temps qui est retiré à dialoguer, à échanger, à lire, à comprendre, à découvrir, à visiter, à bouger. C'est à nous, adultes, enseignants, responsables et professionnels de la petite enfance, de limiter ces écrans. Les enfants ne sont pas en capacité de le faire. Donc, gérer les écrans sans criser, c'est pas laisser faire, être laxiste en disant ça leur fait plaisir. On n'est pas là pour faire plaisir à nos enfants. On est là pour leur donner des repères pour leur vie future, pour leur vie en autonomie. Et oui, c'est pas parce que le cousin ou le voisin a plus de temps d'écran, a plus le droit, a un ordinateur dans sa chambre, a une télé dans sa chambre, c'est pas parce que les autres en donnent plus qu'on doit se sentir obligé. Et j'ai souvent ce cas en guidance parentale où elles disent « Mais mon enfant, il me dit, oui, mais mes copains, ils ont un téléphone, et mes copains, ils font ceci, et mes copains, ils font cela. » Mais bien sûr, les enfants sont là pour pointer ce qui leur manque. Ça fait partie du processus. Et c'est valable pour plein d'autres choses, pour les fringues, pour l'argent de poche, pour l'ordinateur, pour les sorties. Il est normal pour votre enfant de réclamer. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir à votre enfant.
Vous êtes là pour poser un cadre, des repères, des limites, pour qu'il puisse se développer en équilibre global. Son corps, son esprit ne peuvent pas être éduqués seulement par les écrans. Son corps a besoin de vrais mouvements. Son esprit a besoin de dialogue dans la matière, dans la nature, pas seulement du virtuel. C'est une lourde tâche qu'on a en tant que parent de canaliser l'utilisation des écrans. Et si c'est difficile pour vous, je le comprends tout à fait. Et j'ai vraiment fait beaucoup de séances cette année sur ce sujet-là des écrans. Donc si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à réserver une séance pour qu'on reparle de tout ça un peu plus en profondeur avec votre situation, avec ce que vous avez déjà essayé, vous, avec peut-être la différence entre ce que le conjoint pense et effectue et banalise et limite et cadre, et ce que vous voulez faire, parce que ce point de cohérence, il est fondamental pour que le jeune n'essaye pas, et très naturellement d'ailleurs, de s'infiltrer dans les brèches entre ce que dit papa et ce que dit maman. Donc pour vous aider à poser un cadre stable, adapté à l'âge, et accompagner la transition de votre futur adulte avec respect, il n'y a pas de guerre à gagner. Il y a juste un moment où vous allez guider votre enfant dans l'usage du numérique. On est là avec beaucoup de conscience, beaucoup d'humanité et pas trop d'idéalisme sur le fait que les enfants puissent tout seuls se réguler. Je le répète, nos attentes, dans ce sens-là, sont vraiment irréalistes. Nos enfants ne sont pas là pour nous écouter sagement. Ça doit mettre du sens, ça doit être compris et ça doit être compensé par une autre qualité de présence et un autre temps de qualité complémentaire aux écrans. Si cet épisode t'a aidé, partage-le à un parent qui vit un peu des fins d'écran explosives comme toi. Et puis, partage-moi sur les réseaux, si tu veux, comment les écrans sont à la maison soit des sources de conflit, soit des sources de dialogue. Je te souhaite une bonne semaine. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.